Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience, et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Donner un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui luttent, bien souvent en silence, contre des maladies invisibles. Et contre les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux combats, plus souvent subis que choisis. Et si, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute! Stéphanie vit avec l'encéphalomyélite myalgique, souvent appelée à tort syndrome de fatigue chronique. C'est une maladie d'origine neurologique, multisystémique et post-virale. Des études actuelles montrent que 20 à 30% des Covid longs développent cette maladie. Après un faux diagnostic de burn-out, Stéphanie se retrouve durant 3 ans dans l'engrenage de l'errance médicale. Puis elle tombe sur une émission TV qui parle de l'encéphalomyélite myalgique, se reconnaît et part en France se faire diagnostiquer par le professeur qui intervient dans l'émission. Au travers de son compte Instagram, Raplapla et Porte-Voix, et de son engagement dans l'association Million Missing Belgique, Stéphanie met en lumière cette maladie totalement invisibilisée. Elle normalise et légitime aussi les difficultés et les deuils que nous font traverser les maladies. Mais Stéphanie est engagée au-delà, car elle milite contre toute forme d'oppression. Le racisme, le validisme, le sexisme, grâce à ses publications percutantes et inclusives dont elle nous livre quelques clés. Au travers de cette interview, nous évoquons la notion de validisme qui concrètement fait de gros dégâts sur la santé mentale des personnes malades. Nous déconstruisons et appelons à une remise en question profonde de certaines de nos représentations et actions, sans encourager l'autoflagellation pour autant. Le témoignage puissant que nous livre Stéphanie explique la durée de ce 8e épisode. Salut Stéphanie! Salut Tamara! Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ou à l'instant où je te parle? Eh ben écoute, là ça va bien et je suis plutôt excitée de faire ce podcast avec toi. Trop Et bien! toi, de ton côté, comment ça va? Alors moi ça va, j'ai des symptômes encore pas trop là maintenant où je te parle. Des fois c'est un peu dissonant parce que hier soir c'était très très fort au coucher et là un peu moins, donc on sait pas trop dans quoi on navigue, mais du coup je suis contente. Et puis, je suis surtout super contente d'avoir cet entretien avec toi aujourd'hui parce que je crois que ça fait quelques mois qu'on essaye. Et si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt moi qui ai annulé plusieurs fois, voilà, pour différentes situations ou symptômes trop forts ou voilà. Mais donc, c'est vraiment un plaisir parce qu'on s'était eu au téléphone il y a quelques mois et depuis, je compte vraiment t'interviewer. Et donc, je te remercie pour ta présence aujourd'hui. Je te remercie pour ta confiance. Avec plaisir. Et du coup, juste pour introduire, nous, on s'est rencontrés donc via Instagram, via ce réseau social. Et tu as un compte qui est plutôt militant, engagé, anti-validiste, sous toutes ses formes. Si je ne me trompe pas, n'hésite pas à me reprendre. Voilà, et donc, tu as un compte qui m'a beaucoup touchée, que j'ai du plaisir à suivre actuellement, que je sens vraiment très engagée et je me réjouis de pouvoir discuter de toutes ces choses-là avec toi. Mais pour démarrer, voilà, toi, donc tu vis avec une maladie, si je ne me trompe pas, qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique. C'est ça, tout à fait. Bravo d'avoir réussi à le dire d'une traite. Je me suis entraînée. Et l'abréviation, pour que ce soit plus simple,
c'est EM. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça. Donc, si ça va pour toi, de temps en temps, moi, j'utiliserais peut-être plutôt l'abréviation pour être sûre de ne pas me tromper. Je Et fais ça aussi, rassure-toi. extra. Donc, voilà, l'idée maintenant, ce serait que tu me parles un petit peu de cette maladie, de ses symptômes, de comment c'est arrivé dans ta vie, en quelle année. Enfin, voilà, que tu me fasses un peu un résumé de tout ça, si tu peux. Ok. Alors, d'abord, peut-être parler un petit peu de l'EM. Donc, l'EM, c'est une maladie multisystémique d'origine neurologique pour l'instant. C'est comme ça, en tout cas, que c'est classifié. Multisystémique, ça veut dire qu'elle touche tous les systèmes. Donc, on va avoir des symptômes aussi bien neurologiques que cognitifs, digestifs, rhumato. Ça touche aussi le système nerveux autonome, donc on va avoir des vertiges, une intolérance à rester debout, etc., etc. La piste, pour l'instant, la plus mise en avant par les chercheurs, ce serait une fatigue post-virale. Donc un peu ce qu'on retrouve dans les Covid longs. On aurait attrapé un virus à un moment et notre corps ne s'en est jamais remis, en fait. Alors, pour mon histoire, je pense qu'elle est vraiment arrivée dans ma vie de façon retentissante en 2016. Avec le recul, je pense qu'elle était là un petit peu avant, enfin en fait depuis quelques années, mais c'est vraiment en 2016 qu'elle s'est déclarée du jour au lendemain. Donc je me suis retrouvée un jour, je suis formatrice et en revenant d'une formation, j'ai fait une espèce d'énorme malaise euh, qui s'est couplée après avec une crise d'angoisse vraiment très très importante. Et à partir de ce jour-là, rien n'a plus été comme avant. Je suis passée par une période vraiment très dure où donc je dormais entre un quart d'heure et 2 heures par nuit et où tout est devenu difficile du jour au lendemain. Donc se réveiller, se lever, se faire à manger, manger. Il y a plein de choses que je n'arrivais plus à manger. Je mangeais en général des choses sèches. Donc j'ai perdu beaucoup de poids à cette époque-là. Donc voilà, elle est arrivée de manière avec fanfare, quoi, de manière importante. Euh, alors, tu me dis si je parle trop parce que j'ai tendance à m'emballer un peu. Pas du tout, je me réjouis de Euh, ça. alors, donc voilà, je suis restée un petit peu dans cet état-là. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a parlé d'un burn-out. Burn-out que j'avais déjà fait 5 ans auparavant, en fait. Et donc, on est parti sur cette piste en se disant, OK, ben, on va mettre un mois d'arrêt et ça va certainement passer un peu tout seul, quoi, et entreprendre une thérapie. Et ben, pas du tout, en fait. Les symptômes passaient absolument pas. Il y avait ces espèces d'angoisse permanente qui étaient là. J'avais du mal à rester seule. Je savais pas dormir dans le noir. Enfin, vraiment des choses toutes nouvelles. Euh, donc, j'ai voulu entreprendre une thérapie avec une psychologue qui fait de la thérapie cognitivo-comportementale spécialisée dans le burn-out qui m'a dit au premier rendez-vous, ben, tant que vous êtes dans cet état de détresse physique, on ne sait rien faire, en fait. Donc, je suis retournée chez mon médecin traitant qui m'a mis sous anxiolytique le temps de calmer mon système nerveux, en fait, de pouvoir un peu le débrancher. Et donc là, à nouveau, on est passé un peu du tout au tout. Je suis passée donc de un quart d'heure à 2 heures de sommeil à entre 16 et 20 heures de sommeil par jour. Vraiment comme si mon corps devait récupérer tout ce qu'il avait dépensé comme énergie. Et on est resté sur la piste du burn-out. Donc j'ai vraiment entrepris le travail avec la thérapeute, très, très chouette. Et oui, donc j'étais en arrêt de travail. J'ai recommencé à travailler après 3 mois avec un mi-temps médical. Sauf que je n'arrivais pas du tout à tenir le mi-temps médical, en fait. Plus le temps passait, plus ça devenait compliqué. Et c'est la psychologue qui m'a dit, écoutez, en fait, il n'y a pas de burn-out, il y a vraiment quelque chose de physique parce qu'il y a vraiment un schéma que je peux observer quand vous venez me voir, c'est que c'est votre corps qui lâche au bout d'un moment. En fait. Et donc a commencé l'errance médicale. Voilà, voilà. Donc, Alors, moi, l'errance... j'ai quand Vas-y, même vas-y. l'impression dans ce que tu dis que t'as pris en fait ce diagnostic de burn-out. Enfin, pour toi, ça avait du sens à ce Oui, moment-là. tout à Et fait. si je me rappelle bien, donc toi, tu es thérapeute de formation, non?
Oui, c'est ça. Mmh. Donc tu avais Oui, quand oui. même pu faire des liens entre les symptômes et un éventuel burn-out? Oui, alors le truc vraiment comique, c'est que j'étais formatrice, donc en plus d'être thérapeute, et donc j'enseignais les signes du burn-out. Mmh. Voilà, voilà. Et donc, oui, je me suis retrouvée dedans, en fait. Je me suis dit que c'était possible, alors que, comme je t'ai dit, j'en avais fait un quelques années auparavant. Et donc, j'avais mis plein de choses en place. Donc, travailler moins, avoir des moments de repos, des vrais jours de congé. Donc, j'avais déjà cette impression d'avoir mis des choses en place. Ce qui a été chouette en parlant avec la thérapeute, qui m'a dit un peu la même chose en me disant, bah, il y a des choses que vous faites bien, en fait. Donc, c'était plutôt bon signe de me dire, OK, il y a déjà une amélioration entre avant et maintenant. Et en même temps, il y avait des choses que je ne reconnaissais pas du tout par rapport au burn-out. Il y a des choses qui étaient vraiment nouvelles, mais voilà, je me disais que c'était peut-être plus fort que la fois d'avant ou qu'il y avait peut-être un élément différent. Maintenant, je dois bien te dire que comme ça a continué, il y a un moment où je me suis dit effectivement, c'est pas le burn-out, ça dure pas de façon aussi linéaire, en tout cas. Il y a quand même des améliorations normalement, surtout en mettant donc des choses en place. Et donc, quand elle m'a dit qu'il y avait quelque chose de physique derrière, je crois que ça m'a un peu rassurée de me dire, OK, c'est pas moi qui suis sur une fausse piste, il y a quand même il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et je dois te dire que jusque-là, rien n'avait été entrepris. Donc, on n'a rien fait du tout. Donc, la première étape a été de faire une prise de sang qui était, comme beaucoup de personnes avec des maladies chroniques, hein, qui était tout à fait OK, magnifique. Et mon médecin traitant n'a pas vraiment, je crois, n'avait pas vraiment de piste, en fait. Donc, j'ai dû y retourner plusieurs fois pour dire, voilà, je veux vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on essaye d'investiguer un petit peu les différents symptômes que j'ai pour voir ce qui se passe. Et donc, a commencé, pardon, vas-y. Il avait pas de piste, mais il était quand même à l'écoute de là où tu en Oui, étais? ça, j'ai la grande chance d'avoir une médecin généraliste qui est magnifique. Vraiment, toujours très, très, très à l'écoute. Je me suis toujours sentie soutenue, toujours entendue. Le problème pour moi, c'est l'absence comment dire ça, elle n'est pas proactive. Donc, si je viens avec des demandes, c'est OK. Mais voilà, elle n'a pas elle a pas, elle, de son côté, tu vois, elle m'a pas dit, ah ben tiens, on va investiguer telle et telle chose, ce qui va poser problème par la suite. Mais sinon, très à l'écoute, oui. Et donc, j'ai commencé. Non, en fait, j'ai vu à la télévision un reportage sur le syndrome de fatigue chronique, qui est l'autre nom de l'EM, mais on va peut-être y revenir un peu plus tard, avec un professeur qui était reçu sur un plateau. Et quand il a fait la liste de tous les symptômes, je me suis dit, mais OK, en fait, c'est ça. Enfin, c'est clairement ma pathologie, quoi. Est-ce que tu pourrais les nommer là, ces symptômes? Bon, c'est Alors, ceux les que tu as déjà symptômes, dit avant. le premier symptôme qui fait vraiment la caractéristique de l'EM, c'est le malaise post-effort. Donc, quand on fait un effort, on va faire un malaise qui peut être différé dans le temps. C'est ça qui nous différencie des autres maladies chroniques. Donc, je peux faire un effort, soit me sentir mal juste après, mais ça peut aller jusqu'à 72 heures après. Et ça peut durer de quelques heures à quelques mois. Quand tu dis effort, est-ce que tu peux donner un exemple? Parce que c'est vrai qu'on a tous une vision de l'effort qui est complètement différente, hein. Ça peut être faire des biscuits de Noël un Tout à effort fait. ou travailler pendant 72 heures, dans un domaine médical. Enfin, on est bien d'accord. Donc, je veux bien que tu me donnes des exemples. Alors, en fait, effort, c'est tout ce qui va demander une adaptation à mon corps. Et en fonction de l'état de gravité de la personne, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, il y a les efforts physiques. Euh, Dans un premier temps, quand on est dans un cas léger, ça peut être aller faire les courses, par exemple. Plus on va avancer dans la gravité, plus ça va être des petites choses comme simplement se brosser les dents. Les efforts cognitifs aussi. Donc, le fait de réfléchir, de se concentrer, de lire. Moi, je ne sais plus lire, c'est plus possible pour moi. Et tout ce qui est environnemental aussi qui va me demander une adaptation. Donc, le bruit, l'adaptation à s'il y a un changement de température à l'extérieur, par exemple. Tout ce qui demande tout ce qui demande une dépense d'énergie à mon corps, en fait. Ce serait ça, je crois, la définition. Et comment tu peux te protéger de cette adaptation?
Alors, il y a une seule technique pour l'instant qui s'appelle le pacing, qui est une espèce de stratégie thérapeutique euh, où on va diviser tous les efforts. Donc, d'abord, sur une même journée, on doit s'aménager des périodes de repos. Quand on dit repos, c'est repos total. Donc, pas de stimulation visuelle, pas de stimulation auditive, donc dans le noir et le silence, et où on ne fait littéralement rien. À part peut-être un peu de méditation ou t'imaginer sur une île paradisiaque, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, vraiment mettre tout le corps et tous les sens au repos. Alors, ça dépend des personnes. Soit ça peut être des grosses périodes, 2 ou 3 fois par jour, soit ça peut être des toutes petites périodes de 15 minutes toutes les heures, par exemple. Et puis, il y a diviser toutes les tâches. Donc, essayer un maximum de... c'est un petit peu comme si tu devais calculer les points que tu peux dépenser par jour, quoi, en quelque sorte. Et donc, un peu comme la théorie des cuillères, Tu pourrais peut-être mais de l'expliquer, façon... parce que moi je la connais, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas la théorie des cuillères. Oui, ok. La théorie des cuillères, c'est donc une, comment dire ça, une espèce de philosophie qui a été mise en place par une malade de lupus, si je ne dis pas de bêtises, qui, pour expliquer sa maladie à son ami, a pris les cuillères qui étaient sur la table et lui a dit, ben voilà, toi tu as 5 cuillères, moi j'ai 5 cuillères. Et on ne va pas les dépenser de la même manière. Moi, ça va me demander une cuillère de prendre la voiture, une cuillère de venir à ta rencontre, une cuillère de discuter avec toi, alors que pour ton ami, ce serait une cuillère pour l'ensemble du rendez-vous. C'est ça. C'est Et pas donc, toujours évident à expliquer aux gens. Enfin, moi, je me rends compte, il y a des jours où, par exemple, juste faire une douche, ça m'utilise une cuillère. Et tout en à fait, fait. c'est des choses qui sont très peu, des fois, compréhensibles pour des personnes qui sont pas dans la maladie. Et j'ai l'impression que ce côté très imagé, comme ça, il permet de nommer, en fait, vraiment bien ce qui est en train de se passer dès qu'on fait un effort, en fait. On utilise, ça peut être des batteries ou une cuillère, justement. Et ça Oui, nous tout à coûte, fait. en fait. Ça coûte au C'est corps. ça. Mm. Ça coûte au corps, exactement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un bon moyen d'expliquer ce qui se passe. Moi, j'ai un petit bémol par rapport à la théorie des cuillères qui est dans la théorie des cuillères, on récupère avec le sommeil. Donc, imaginons que mon, mon nombre de cuillères habituellement, c'est 15 cuillères. Ben voilà, j'ai dépensé mes 15 cuillères, je dors, je refais mon stock de 15 cuillères et je peux recommencer ma journée. Dans ma pathologie, par exemple, ce n'est pas du tout le cas. Je ne renouvelle pas mon stock de cuillères pendant la nuit et je pense que ce n'est pas que pour le M, je pense que d'autres maladies chroniques sont aussi dans le cas. Ouais, Et j'allais du coup, dire. Mm. Ouais, vas-y, pour vas-y, pardon. de nombreuses maladies chroniques, en réalité, on récupère pas. Enfin, des fois, enfin, moi personnellement, je me réveille toujours aussi fatiguée, donc il n'y a pas un moment où j'ai l'impression d'avoir rechargé des batteries ou quoi que ce soit. C'est ça, tout à fait. Et du coup, c'est un peu difficile avec cette théorie des cuillères parce que du coup, le lendemain, bah, tu repars pas avec 15 cuillères, tu repars avec 3 cuillères. Et avec tes 3 cuillères, tu dois tenir ta journée. Et je suis d'accord avec toi, hein, c'est un bon exemple pour euh, vulgariser un peu la dépense énergétique dans les maladies chroniques, mais je trouve qu'elle a aussi un peu ses limites. Et moi, je préfère la théorie de la batterie, justement, un peu comme un vieux téléphone qu'on met à recharger Mm. des heures et qui, au premier SMS que tu reçois, tu te retrouves avec 10% de batterie alors qu'il était à 100% et tu comprends pas trop pourquoi, parce que normalement, un SMS, c'est pas si énergivore que ça. Je trouve que Ouais, c'est c'est plus, exactement ça. plus parlant, quoi. Et en plus, on a tous eu un vieux téléphone qui faisait des siennes, donc tout le monde connaît, je crois, cette frustration et ce besoin de recharger la batterie souvent. Ouais, donc c'est quand même une théorie qui est plus réaliste et puis qui Oui, est je aussi pense. qui est tout à fait imagée, en fait. La batterie, on arrive très bien aussi à se représenter comment ça fonctionne et comme tu dis, on a tous eu ce téléphone. Donc ouais, alors la théorie des cuillères, c'est peut-être un bon point de départ, mais disons que ça fonctionne, ça ne marche vraiment pas pour toutes les maladies, notamment Oui, chroniques. Mhm. oui, tout à fait. Alors, du coup, toi, tu me disais, tu me parlais le gros symptôme de l'EM qui est le malaise post-effort. Et Oui. ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on retrouve des grandes catégories. Donc, il y a
il y a des critères à suivre, entre guillemets, pour diagnostiquer la maladie. Et donc, tu dois avoir une fatigue persistante hein, qui est là depuis au moins 6 mois. Alors, fatigue, c'est joli. Je pense qu'on est bien au-delà de ça. Vraiment, même épuisement ne me paraît pas assez fort comme terme. Je ne sais même pas quel terme on pourrait utiliser. Euh, des difficultés de sommeil et un peu de tout. Donc, il va y avoir des difficultés à l'endormissement, des insomnies, puis de l'hypersomnie. Ça change assez fort. Ça dépend si on est en malaise post-effort ou pas aussi. Mais de toute façon, il y a des problèmes de sommeil. Et puis, on va retrouver des symptômes dans différentes catégories. Donc, troubles neurocognitifs, donc attention, mémoire, des troubles au niveau digestif. La plupart, je pense, si je dis pas de bêtises, que 70% des personnes atteintes de M sont aussi atteintes du syndrome du côlon irritable. Et on va aussi retrouver des douleurs diffuses. Et j'en oublie encore une, mais je ne saurais pas te dire ce que c'est. Donc voilà, il y a une espèce de grille de symptômes comme ça, mais comme je disais au début, c'est vraiment multisystémique. Donc ça touche toutes les parties du corps. Et donc toi, tu t'es retrouvée, comme tu dis, dans une errance médicale parce qu'on a mis de côté l'histoire du burn-out. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, donc j'ai vu ce fameux docteur là qui parlait de malaise post-effort, entre autres. Et effectivement, plus le temps passait, plus je faisais. Moi, j'appelais ça des malaises, mais je ne savais pas ce que c'était. Et donc, au départ, on m'a parlé d'hypoglycémie. Mais j'ai fait un test pour la glycémie, c'était pas ça. Puis on m'a parlé de je ne sais plus quoi d'autre, et c'est évident pour moi que c'était pas ça non plus. Euh, et donc, je me suis renseignée pour savoir si en Belgique, il y avait un spécialiste du syndrome de fatigue chronique, et c'est le néant complet. Parce que Donc, donc il y a toi, tu pas... vis en Belgique. Oui, je vis en Belgique, et donc il y a aucun spécialiste. Donc, j'ai cherché aucun spécialiste. Donc, je suis passée par une médecin interne. Et donc là, on a fait tous les tests possibles et imaginables, donc polysomnographie, rendez-vous chez le cardio, chez le neuro, chez le pneumo, enfin comme beaucoup de monde en errance médicale, hein, où à chaque fois, il y avait un petit truc qui clochait, mais rien de particulier. Donc je ressortais chaque fois avec, ah oui, il y a un petit problème de telle ou telle chose, mais rien qui explique votre pathologie. Et donc, l'air de rien, ça a pris 3 ans, en fait, parce que tu sais bien, hein, tu prends rendez-vous, ça prend 3 mois pour avoir un rendez-vous, et puis il faut attendre les résultats. Et seulement quand tu as les résultats, alors on te dit, OK, comme vous n'avez rien, on va passer à un autre spécialiste. Et donc, tu réattends 3 mois. Et donc, les mois passent et tu as quand même pas de réponse, vu que tous les tests reviennent normaux. Comment tu as vécu cette période? Je trouve que c'est très anxiogène et très fatigant. Parce que chaque fois, tu dois réexpliquer ce qui t'amène. En fonction de sur qui tu tombes, soit tu es pris au sérieux, soit tu n'es pas du tout pris au sérieux. Et comme tout le monde, hein, j'ai entendu le fameux c'est dans votre tête, ou vous êtes stressé, ou vous devriez travailler moins, ou faire une thérapie. Et c'est très anxiogène parce que je crois qu'il y a un peu un syndrome de l'imposteur qui vient se greffer à tout ça, où tu te dis, oui, mais OK, est-ce que c'est pas moi qui exagère mes symptômes? Est-ce que finalement, ce serait pas quand même effectivement quelque chose de psychosomatique? Donc, je trouve que c'est extrêmement pénible. Et oui, beaucoup de médecins me disaient, ah, bonne nouvelle, votre test reviennent normaux. Et non, en fait, c'était pas une bonne nouvelle pour moi. Alors oui, j'étais contente de ne pas avoir telle ou telle pathologie, mais ça n'expliquait quand même pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ouais. Moi, j'ai un peu la sensation que quand on est dans des moments d'errance médicale comme ça, limite, alors je pèse pas tout à fait mes mots en le disant, mais on préférait apprendre quelque chose de grave que de ne pas savoir. Parce que Totalement. justement, il y a ce discours intérieur où tout d'un coup, on va intérioriser des discours de l'extérieur, c'est dans ta tête, tu exagères. Donc tout d'un coup, justement, il y a ce syndrome de l'imposteur et en même temps, les symptômes sont tellement violents que tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui cloche. J'ai besoin de trouver une réponse, en fait. Et on est Oui, largué, quoi, complètement largué. complètement, tout à fait. Donc Et les je bonnes trouve que nouvelles, excuse-moi, mais les bonnes nouvelles médicales ne sont pas forcément reçues comme ça par nous, quoi. non, absolument pas. Et ce qui entretient une espèce de flou aussi, parce que je me souviens d'un médecin qui m'a dit, mais vous devriez être contente, je crois, en voyant un peu la déception sur ma tête.
Et oui, j'entends bien que d'un côté, c'est chouette de ne pas avoir des maladies fortement invalidantes comme la sclérose en plaques. Oui, ok. Mais en même temps, à nouveau, ok, mais je fais quoi maintenant? Et je vais voir qui après aussi, parce que t'as pas un espèce de mode d'emploi où on dit, on va faire A, puis B, puis C. C'est chaque fois, ah, c'est pas ça. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Et si on allait voir là? Oui, ok, allons-y. Ouais, c'est très déroutant, je trouve. Et encore, moi, j'ai eu beaucoup de chance, je trouve, dans cette errance parce que, comme tu dis, je suis thérapeute et donc je suis thérapeute psychocorporelle, exactement. Et donc, j'ai une bonne connaissance de mes sensations et je fais confiance à mes ressentis physiques, je veux dire. Enfin, et du coup, oui, j'ai eu des périodes de doute, mais en sachant que non, non, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on continue à investiguer. Et j'imagine que pour quelqu'un qui n'a pas cette confiance ou ces connaissances en ses sensations, on peut facilement abandonner et se dire, ok, d'accord, oui, je me sens pas bien, mais c'est pas grave, je vais passer au-dessus comme je peux ou je vais faire avec. C'est vraiment c'est vraiment une problématique qui serait importante à rediscuter, je trouve. Enfin, l'errance diagnostique, c'est vraiment quelque chose de difficile. Toi, pendant ces 3 ans d'errance médicale, est-ce que du coup, tu étais dans ce mi-temps thérapeutique ou tu tenais plus à ce moment-là? Alors, j'ai tenu presque 2 ans, mais à la fin, c'était une consultation par semaine. Et Autant c'était dire déjà rien du trop, tout. j'imagine. Et c'était déjà trop. Oui, tout à fait. Mais j'ai quand même continué jusqu'à avoir mon diagnostic. Donc, après 3 ans de je ne sais pas où aller, personne ne m'écoute et voilà, je me suis dit que j'allais aller voir ce fameux professeur que j'avais vu à la télévision en fait en France en me disant tant pis, au moins je vais faire les kilomètres, mais au moins je sais que je tomberai sur quelqu'un qui connaît la pathologie et qui saura me dire si oui ou non c'est bien de cette pathologie que je souffre. Donc, en fin 2019, j'ai rencontré le professeur et j'ai enfin eu le diagnostic de syndrome de fatigue chronique ou EM. Et c'est juste après ça que j'ai arrêté de travailler en me disant, OK, c'est comme si ça me donnait une légitimité que j'attendais pour me dire, OK, j'ai l'autorisation extérieure d'arrêter de travailler, quoi. Alors que, comme on disait, un rendez-vous par semaine, est-ce qu'on peut encore appeler ça travailler? Je suis pas sûre, mais bon. Et donc là, j'ai arrêté vraiment de travailler complètement. Et comment le diagnostic il se pose du coup? C'est un diagnostic d'exclusion ou il y a quand même quelque chose qui le prouve quelque part dans le corps avec certains examens? Alors, pour l'instant, non, il n'y a aucun test biochimique. Donc, il y a une grille de lecture, en fait. Donc, c'est un diagnostic d'exclusion, effectivement. Donc, on écarte certaines pathologies. Et puis, tu as une grille de critères à remplir avec les symptômes dont je te parlais, dont le malaise post-effort, par exemple. Mais même là, c'est flou. Enfin, on va certainement en parler après, mais l'EM, c'est une maladie qui a eu une histoire un peu particulière. Et il y a, par exemple, pour les critères, il y a 4 sources de critères différents qui n'ont pas toutes les mêmes critères. Par exemple, le malaise post-effort n'est que dans une des 4 grilles de critères. Or, c'est le symptôme de l'EM. Donc, moi, j'ai eu la chance de tomber sur un professeur qui connaissait ces différentes grilles et qui donc m'a posé des questions, en fait, différentes questions. Mais dès que je lui ai expliqué ce qui se passait, pour lui, c'était déjà très clair. Mais on a quand même fait le test avec ces différentes questions. Et donc, je suis ressortie avec un diagnostic posé sur une feuille de papier. Ça peut paraître bête, mais c'est une espèce d'énorme victoire et soulagement comme ça, de se dire, OK, et c'est noté. C'est Bien pas dans ma sûr. tête, c'est Mmh. noté. Ouais. Donc, voilà. Et en dehors du diagnostic écrit sur la feuille, est-ce qu'on t'a proposé des pistes de traitement ou Ah, autre? alors, malheureusement, non. On n'a pas, comme on n'a pas de diagnostic, on n'a pas non plus de traitement du tout. Il y a quelques pistes pour l'instant. Aux États-Unis, il y a quelques pistes médicamenteuses, mais pas en Europe. Et donc, la seule chose que le professeur en question m'a proposé, c'est des acides aminés activés. Oui, parce que je ne t'ai pas expliqué que dans notre pathologie, les mitochondries, qui sont les petites usines énergétiques de notre corps, donc qui transforment par exemple le sucre en énergie, sont défaillantes en fait. Ça explique notre fatigue, notre manque d'énergie serait plus juste, parce que ces petites usines qui sont censées nous fournir de l'énergie, elles sont au chômage et donc elles font un tout petit peu d'énergie,
mais elles ont besoin d'énormément d'apports. Et donc, une des pistes, c'est d'alimenter ces cellules avec des acides aminés. Et soit ça marche pas. Et pour moi, ça n'a pas marché. Et c'est la seule piste de traitement que j'ai. Sinon, je n'ai aucun traitement à ce jour, même pour mes symptômes. Donc, je sais qu'il y a des traitements pour l'insomnie ou pour certains traitements pour le syndrome de tachycardie Posturale. orthostatique Ouais. posturale. Mm. Ouais, tout à fait. On n'a rien non plus, en fait. La plupart d'entre nous, on se retrouve avec un diagnostic, c'est bien, mais aucune piste de traitement, y compris pour les choses qui pourraient être soulagées. En fait. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir actuellement? Parce que avec le Covid, justement, il y a de nombreuses personnes qui se retrouvent dans la même situation. Est-ce que tu penses que ça va pouvoir mettre en exergue, enfin voilà, révéler cette maladie et est-ce qu'il va pouvoir y avoir aussi de l'argent pour tous les chercheurs? Est-ce que tu penses que c'est un... Ouais, on est dans une situation actuellement qui va pouvoir mettre en lumière l'EM grâce, avec mille guillemets, au Covid. Alors, je crois que comme tous les malades, on y a cru au départ. On s'est dit chouette, enfin chouette, comme tu dis, entre guillemets, chouette. Il y a enfin quelque chose qui se passe parce que donc la fatigue post-virale, c'est pas du tout nouveau. Hein, c'est connu depuis des années. Pour d'autres épidémies ou pandémies, ça a déjà été relevé en fait. Donc on sait aujourd'hui, en tout cas l'hypothèse des chercheurs, c'est que 20 à 30% des personnes Covid long vont développer une EM. C'est assez clair parce que c'est le cas à chaque fois qu'il y a des épidémies. Et donc, je pense que ça a été porteur d'espoir pour nous au départ et on se rend compte qu'on est complètement absent, en fait. À part dans quelques pays où il y a des coalitions qui se font entre les malades EM et les malades Covid long, comme aux États-Unis, chez nous, en Europe, c'est très, très compliqué. Les chercheurs n'ont... Enfin, si tu écoutes un peu les chercheurs, la plupart du temps, ils disent ouais, c'est un nouveau syndrome. Ben non, en fait, pas du tout. C'est connu depuis au moins une cinquantaine d'années. Donc, ça te montre à quel point on est invisibilisé. Et je ne sais pas trop si ça va apporter des pistes ou pas. Par contre, d'un autre côté, il y a depuis une dizaine d'années des chercheurs, surtout aux États-Unis, qui font vraiment de la recherche biochimique et qui sont vraiment, vraiment porteurs d'espoir. Donc, ouais, ça bouge vraiment bien. Tu saurais, avec toutes tes connaissances, expliquer pourquoi aux États-Unis, on est autant avancé dans la médecine. Moi, ça m'hallucine à chaque fois parce que quand je vais sur les groupes, par exemple, même pour parler de mon syndrome, du syndrome avec lequel je vis aux États-Unis, mais c'est complètement OK. Les gens se font diagnostiquer. Il y a des cliniques qui traitent de ça. Ici, c'est le désert des Tartares. Ouais, je ne sais pas du tout, en fait. Je ne sais pas ce qui explique ça. C'est effectivement assez fou et c'est pour plein de pathologies. Comme tu disais, on parlait du POTS juste avant, enfin du STOP, du syndrome de tachycardie orthostatique posturale. C'est la même chose. C'est beaucoup plus reconnu aux États-Unis. Il y a des groupes de malades qui se forment. Je ne sais pas très bien à quoi ça tient, mais effectivement, aux États-Unis, il y a des cliniques pour l'EM aussi. Et il y a des groupes de chercheurs. Alors, ce qui est magnifique, c'est que c'est des groupes de chercheurs internationaux et qu'il y a vraiment tout un réseau par rapport à l'EM qui donc a été mise de côté pendant des dizaines d'années. Et donc, oui, c'est assez positif. Et il y a deux chercheurs en particulier qui sont vraiment intéressants à suivre. C'est Ron Davis, vraiment aux États-Unis, et au Québec, le professeur Alain Moreau. Et je pense que les solutions s'approchent petit à petit. Il y a vraiment des grandes, grandes avancées. Et donc, s'il y a des malades qui nous écoutent, je vous conseille de suivre les recherches du professeur Moreau parce que ça donne vraiment de l'espoir. On n'est pas loin, je crois, d'un test biochimique et donc de pouvoir y apporter des réponses avec des traitements. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. J'avais vu Oui. aussi le documentaire Arte. Comment il s'appelle encore? Euh, Je sais plus, j'aurais je dû ne me le sais noter. Mais bon, en plus. tout cas, je crois qu'il y a dans le titre encéphalomyélite myalgique, Oui, syndrome tout à de fait. fatigue chronique. Et c'est un Je crois que documentaire Arte. Si je me trompe pas, c'est en c'est une Allemagne. maladie, oui, c'est une maladie méconnue ou pas assez connue, quelque chose comme ça. C'est Et ça. oui, ça se passe en Allemagne et il est super bien fait. Je recommande vraiment aux personnes de le regarder. Il n'est pas trop long en plus et il est vraiment très, très bien documenté.
Et puis on voit là aussi qu'il y a des personnes qui sont quand même assez engagées pour trouver des solutions et qu'il y a gentiment des pistes de compréhension. Oui, tout à fait. Donc on croise les doigts. Oui. Et d'ailleurs, dans le documentaire allemand, on voit un mouvement qui s'appelle Million Missing, dont je fais partie aussi. Donc, en fait, c'est un mouvement de malades de l'EM qui est encore né aux États-Unis il y a à peu près 5 ans, qui milite vraiment pour la reconnaissance et la prise en considération de l'EM comme une maladie biologique et plus comme une maladie psychosomatique. Et ils organisent chaque année une campagne qui s'appelle Million Missing, donc les millions de manquants, d'oubliés en français, qui consiste à aller déposer des paires de chaussures devant le ministère de la Santé pour montrer tous les millions de personnes qui ont disparu, parce qu'on disparaît clairement de la vie quotidienne. Et donc, de cette campagne sont nés plein de mouvements internationaux. Donc, dans chaque pays, il y a un mouvement Million Missing. Et donc, depuis quelques mois, on a un Million Missing Belgique, dont je fais partie. Excellent. Ouais, c'est vraiment ça, c'est qu'au final, cette pathologie, elle vous rend totalement invisible sur la place publique, dans le système. Enfin, voilà, il y a un basculement qui fait que c'est plus possible en fait. Tout est un trop grand effort. C'est ça. Ouais, tout est vraiment un effort, en fait. Je pense que c'est très difficile à concevoir. J'y pensais un peu en pensant à cette interview. Je me disais, par exemple, si je te dis le repas est un effort, c'est faux. Il faudrait que je te dise, chaque étape du repas est un effort. Ouvrir un bocal, c'est un effort. Porter la poêle pour la mettre sur la cuisinière, c'est un effort. Manger, c'est un effort. Digérer, c'est un effort. Donc, il y a les efforts actifs, mais il y a aussi tous les efforts passifs, entre guillemets, ceux qu'on n'imaginerait pas de prime abord, mais qui demandent de l'énergie à mon corps et donc qui peuvent me mettre en malaise post-effort. Mm. Tu avais fait je crois, une publication sur Instagram où tu différenciais, si je ne me trompe pas, la fatigue chronique des personnes qui ont des maladies chroniques et l'EM. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup apporté parce que personnellement, je me suis énormément identifiée à cette maladie parce que j'ai vraiment plein de symptômes qui y ressemblent. Alors, je sais pas, Mhm. enfin voilà, je ne sais pas. Mais ça m'avait fait du bien de voir aussi ces différences parce que c'est vrai que quand on a des maladies chroniques, en tout cas moi je ressens souvent ce malaise post-effort où tout d'un coup je peux me retrouver dans des situations où juste amener une tasse à ma bouche, c'est trop en fait. C'est beaucoup trop. Et bon, c'est des moments qui sont très difficiles à vivre, hein, très Tout à confrontants fait. et très douloureux parce qu'on se sent, enfin ça c'est mes termes, mais complètement diminué pour des choses qui sont des automatismes en fait à la base et qu'on n'y réfléchit même pas quand on amène une tasse à sa bouche. Mais voilà, toutes les personnes qui ont ce genre de fatigue, d'épuisement, d'éreintement, enfin voilà, on n'a pas le terme, n'ont pas forcément le M, mais peut-être une fatigue chronique due à la maladie chronique qui fait qu'en fait, voilà, c'est parfois très difficile de récupérer de moments qui peut sembler tout simples, comme participer à un repas, aller faire une douche, ces choses-là. Mais toi, du coup, tu différencies quand même bien ces deux choses. Oui, c'est deux choses très différentes en fait, sans minimiser du tout l'impact de la fatigue chronique. Et je vais faire une petite parenthèse historique parce que je pense que ça a de l'importance. En fait, l'EM a été découverte, donc le nom EM a été posé en 1955. On pense que la maladie existait déjà bien avant et qu'elle avait le nom de neurasthénie. Et en 1955 apparaît le terme encéphalomyélite myalgique qui apparaît après une pandémie dans un hôpital en Angleterre où plusieurs infirmières se retrouvent comme ça complètement sans énergie, alors que d'autres surmontent le virus qu'elles ont attrapé. Et donc, de 55 à la fin des années 80, c'est peu connu, mais c'est quand même le M. Malheureusement, à la fin des années 80, il y a un psychiatre qui va mettre son nez dans l'histoire et qui va déclarer que le M n'est pas une maladie biologique, mais que c'est une maladie psychologique et que c'est une espèce d'hystérie de masse qui contamine donc les personnes qui se côtoient et qui est qui, où on a développé des mauvaises croyances par rapport à l'effort. Donc on a peur de l'effort, donc comment on appelle ça?
y a une diminution de la masse musculaire, etc. Parce que je ne trouve plus le nom, désolée, ça fait partie des symptômes, le brain fog que vous connaissez aussi, j'en suis sûre. Et donc, voilà, lui Juste va le nous... brain fog, peut-être juste traduire, qui est le brouillard Ah oui, cérébral. pardon, Parce tout que à fait. pour l'anecdote, moi, quand je lisais sur le brain fog, qui est aussi lié au syndrome du mal de débarquement, je pensais toujours à la grenouille, the frog. Et du coup, je pensais que c'était avoir la sensation d'avoir une grenouille dans la tête. Et je me disais, ouais, c'est exactement ça. La fille qui ne sait pas traduire l'anglais au français. J'adore, c'est Et quand j'ai magnifique. découvert que c'était brouillard cérébral, c'était la révélation. Ce n'était pas une grenouille dans mon crâne. Mais Donc c'est voilà. joli aussi. Oui, donc oui, ce fameux psychiatre qui nous dit que c'est une maladie psychologique, purement psychologique, ben, en fait, ça a fort, fort bien fonctionné pour lui parce que du coup, il proposait deux pistes de traitement. Comme c'est psychologique, on va faire une thérapie cognitivo-comportementale et deux, une réadaptation à l'effort. Donc, réapprendre aux personnes qui ont démissionné de l'effort à recourir un peu sur un tapis de course ou des choses comme ça. Le problème, c'est que c'est devenu l'explication majoritaire de l'EM qui s'est transformée en syndrome de fatigue chronique. Mais du Donc, coup, on a abandonné le terme EM. ça devait être juste une torture pour ces personnes. C'est exactement ça. Les réadapter à l'effort alors que c'est l'effort qui aussi génère ces malaises. Enfin, on était vraiment Tout à dans fait. une thérapie torturante. Enfin. Exactement. Et c'est à tel point qu'il y a des milliers de témoignages de personnes qui expliquent que leur état s'est dégradé de façon parfois irrémédiable suite à ces réadaptations à l'effort. Et c'est heureusement les malades qui, à force de mobilisation, ont réussi à peu refaire bouger les lignes et donc militer pour qu'on revienne à une maladie biologique et pas psychosomatique. Malheureusement, c'est encore maintenant, on est un peu entre les deux. Donc, OK, on commence à percevoir que c'est une maladie biologique, entre autres grâce aux chercheurs américains. Mais comme tu le disais, il n'y a quasiment pas de fonds de recherche. Et le fonds de recherche qui est existant avant passait dans ces recherches psychiatrisantes, je ne sais pas très bien comment appeler ça. Et donc, c'est encore beaucoup proposé maintenant. D'ailleurs, c'est proposé en Covid long aussi, hein, la réhabilitation à l'effort ou la réadaptation à l'effort, alors que voilà, on sait qu'il y a des personnes pour qui ça va clairement aggraver les choses. Donc, tout ça pour dire, pardon, vas-y. Non, c'est tout bon. J'acquiesçais seulement. Je suis emportée dans ton discours. Tout ça pour revenir à la différence entre fatigue chronique et EM. En fait, ce nom de syndrome de fatigue chronique nous a fait beaucoup de tort, comme tu l'as dit, hein, au niveau des traitements, bien sûr, au niveau de la prise en considération, parce que c'est aussi une traduction de l'anglais, et fatigue en anglais, c'est pas du tout la même chose que fatigue en français. Fatigue en anglais, c'est une espèce d'épuisement en quelque sorte, et c'est souvent lié à la maladie. Alors que fatigue en français, c'est la fatigue, comme tout le monde connaît, quoi. Je suis fatiguée. Et donc, ça nous a beaucoup porté préjudice en termes de considération de notre maladie. Venir chez le médecin en disant j'ai un syndrome de fatigue chronique, en général, tu n'es pas vraiment pris au sérieux, quoi. Et après, il y a eu cet amalgame entre fatigue chronique, qui est donc la fatigue qui est présente dans les maladies chroniques et euh, qui est une espèce de conséquence. Ce n'est pas la cause, c'est mon corps se bat contre quelque chose et je vais être fatiguée dû à ce combat-là. L'énergie, elle passe dans ce combat de la maladie, entre guillemets, ou des symptômes, qu'on peut aussi retrouver chez les personnes neuroatypiques, donc des personnes qui font partie du trouble du spectre de l'autisme, par exemple, où à nouveau, il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être consacrée à affronter le monde extérieur et donc une discussion, par exemple. Vraiment à s'adapter au monde extérieur. C'est ça, tout à fait. Et donc, ça demande un effort conséquent. Donc ça, c'est la fatigue chronique. Et puis, il y a l'encéphalomyélite myalgique de l'autre côté, où là, la fatigue la fatigue est le symptôme, entre guillemets. En tout cas, ce qu'on appelle fatigue. Donc, le manque d'énergie est le symptôme principal. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Et en plus, dans le M, tu as, comme je disais, tout ce côté systémique. Donc, on n'a pas
que, entre guillemets, que la fatigue. Il y a tous les autres symptômes qui vont avec. Donc, les tremblements, ça peut aller jusque la paralysie. On a parlé des troubles intestinaux, etc., etc. C'est vraiment tout un package. Mais ce mot syndrome de fatigue chronique a vraiment créé une large confusion qui est reprise par beaucoup de malades chroniques, d'ailleurs. C'est quelque chose contre lequel je milite, mais ça a du mal à passer. Alors, moi, je voulais te poser une question parce que pour le nom du podcast, évidemment que je vais mettre encéphalomyélite myalgique. J'ai hésité à rajouter syndrome de fatigue chronique, même si c'est faux, parce que je me suis dit c'est quelque chose qui peut attirer l'attention des personnes qui se sentent justement dans une fatigue, un épuisement chronique. Et tout à fait. alors, je suis un peu dans un dilemme parce que pour moi, l'important, c'est toujours de toucher le plus de personnes, qu'elles puissent se reconnaître. Enfin, je pense que c'est vraiment un des grands objectifs de ce podcast. Donc, il y a un bout de moi qui a envie de mettre ça, et il y a un autre bout qui sait que c'est pas tout à fait juste. Mais je me dis, si la personne va écouter ensuite ce qu'on raconte, elle verra, voilà, la nuance. Mais je sais pas, toi, ce que tu en penses. J'aurais voulu d'ailleurs te demander ton avis et en parler de vive voix dans l'enregistrement. Alors, de prime abord, je serais du même avis que toi, c'est-à-dire mettre les deux parce que ça nous permet d'attirer l'attention d'une partie plus grande de la population. Maintenant, comme je fais partie des associations Million Missing, on a tous un peu le même mot d'ordre et on défend le nom de M parce qu'on ne veut plus être associé à syndrome de fatigue chronique, entre autres parce que, comme je te le disais, hein, ça vient vraiment d'un courant de la psychiatrie, donc ça n'a rien de biologique. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas vraiment de grille. Il y a des grilles d'analyse, mais on en revient à nos 5 grilles d'analyse d'avant, où il n'y a pas vraiment de truc qui en ressort, et du coup, se retrouvent avec l'étiquette syndrome de fatigue chronique des personnes qui n'ont pas de malaise post-effort, donc qui n'ont pas de M, en fait. Donc, c'est pas tout à fait juste de les accoler non plus. Ouais, on aura le temps d'y réfléchir et puis on prendra une décision même en dehors de cet enregistrement. Mais c'était un peu le dilemme dans quoi j'étais. Mais je comprends tout à fait. Après, voilà, je peux mettre 3 guillemets de partout. Enfin, à voir. Moi, je voulais quand même te poser une question parce que quand tu parles de tous ces symptômes, voilà, tu as un énorme savoir, tu es très engagée. Mais je voulais quand même parler de l'aspect de comment ta vie, elle a été touchée, en fait. Parce que on est bien d'accord enfin voilà, ça touche à tous les domaines de ta vie. Donc, Tout à fait. tu as dû arrêter ton travail, d'exercer ta profession. J'imagine que socialement ou même dans le couple, ou voilà, comment tu vis encore maintenant, parce que c'est encore là, cette maladie et les différents domaines de ta vie, en fait. Ça a été un deuil, comme tout le monde. Enfin, un deuil, c'est même pas juste. Ça a été des deuils au pluriel. Et effectivement, en fait, je ne fais plus rien comme avant, donc j'ai effectivement plus de vie professionnelle. J'étais passionnée de danse, je ne danse plus. J'ai beaucoup de mal à garder des relations sociales. Je sors quasiment jamais de la maison, en fait, du tout. C'est vraiment très, très compliqué. Tout est compliqué, même si on reçoit un pote à la maison, je sais que je vais faire un malaise post-effort après, même si on a pris toutes les précautions et que ça ne dure qu'une heure, voilà. C'est aussi très difficile de trouver l'équilibre entre la gestion de la maladie et donc éviter les malaises post-effort, parce que les malaises post-effort aussi, on n'en a pas parlé, mais plus on en fait, plus on aggrave la sévérité de la maladie. Donc, c'est important de l'avoir dans un coin de son esprit. Et en même temps, on ne peut pas ne pas vivre du tout. Ce serait pas, en tout cas pour moi, c'est juste pas possible d'imaginer que tout est calculé et que s'il y a un risque que je fasse un malaise, je ne le fasse pas. C'est pas possible non plus. Donc, j'essaye de trouver un équilibre, une espèce d'hygiène de vie entre ce que je peux faire, ce qui me coûte, comment je vais le gérer après. Et c'est compliqué. Maintenant, ça va. Je pense que j'ai trouvé un espèce d'équilibre, mais ça a été très, très compliqué. Oui, c'est dur aussi par rapport à l'image de soi. Il n'y a rien à faire de se sentir inutile, isolé aussi, parce que tu perds, enfin, j'imagine que c'est le cas pour beaucoup d'autres malades, tu perds tes relations sociales. Oui, il y a quelques personnes qui restent précieuses, mais tu en perds beaucoup. Tu perds tes collègues qui, au départ, prennent
des fois de tes nouvelles, et puis ben voilà, comme il n'y a pas beaucoup d'amélioration, ben, ils arrêtent de prendre de tes nouvelles. Même dans des amis ou des potes, hein, c'est la même chose. Même quand tu es invité, la plupart du temps, tu dis non parce que tu sais pas y aller. Et du coup, bah, au bout de la Xème fois, ils t'invitent plus parce que à quoi ça sert? De toute façon, elle vient pas. Donc, c'est compliqué, je pense, pour tout le monde. C'est vraiment des deuils à faire. Plein de petits deuils. Et je pense que c'est important de dire que c'est OK. C'est OK que ça prenne du temps. C'est OK que ce soit dur. C'est OK que parfois ça revienne par vagues, comme n'importe quel deuil, et qu'on pleure la vie qu'on aurait pu avoir ou la vie qu'on avait. Je pense que c'est vraiment important de normaliser ça. C'est difficile. Ça l'est vraiment. Moi, j'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir un amoureux formidable et une maman exceptionnelle, et d'avoir ces deux personnes qui sont vraiment des piliers pour moi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et qu'il y a des personnes qui se retrouvent vraiment seules. Et là, j'imagine même pas à quel point ça doit être difficile de, d'avoir ce fardeau de la maladie et en plus le fardeau de la solitude qu'on ressent déjà en étant entouré, je trouve. Alors en étant vraiment isolé, je n'imagine même pas à quel point ça doit être douloureux. Donc oui, ça change tout. C'est le genre de maladie, comme beaucoup de maladies chroniques, hein, mais il y a des malades chroniques qui arrivent quand même à garder un pied dans la société, entre guillemets, en travaillant peu ou en ayant quand même encore des moments où ils peuvent sortir ou aller à des activités. Il y a des maladies comme le M où effectivement, enfin, en tout cas, quand on est dans mon état de sévérité, où je suis loin d'être dans les pires conditions, c'est euh, c'est compliqué, ouais. Hmm. Et je me posais la question si tu as une sorte de routine dans ton quotidien. Enfin, j'imagine, tu dis que tu veux pas mettre trop de contrôle, mais quelque part, peut-être que tu en mets quand même un peu pour éviter justement ces malaises post-effort. Euh, Tu pourrais nous dire un peu comment se passent tes journées de manière très concrète? Alors moi, je suis vraiment pas un très bon exemple parce que j'ai vraiment du mal avec le côté routinier et très carré que peut avoir le pacing, parce que normalement le pacing est c'est une discipline quasi militaire en fait, je trouve, et moi ça m'effraie beaucoup. Et j'ai pas encore passé cette étape de me dire ok, il faut vraiment que je fasse plus attention. Euh, En fait, je prends mon temps pour tout, tout, tout. Donc, j'ai essayé d'enlever toutes les injonctions qu'on a festiennes ou que je me mettais aussi, hein, moi-même. Je me lave quand je sais me laver, ou parfois je me lave juste les dents parce que c'est tout ce que je saurais faire et c'est OK si c'est à 8 heures du soir. Voilà. J'essaye de me faciliter la vie comme je peux, mais je passe la majorité de ma journée, donc à peu près aller entre 20 et 22 heures semi-allongée. Donc, je me lève très, très peu. J'ai encore la chance de pouvoir me lever pour aller aux toilettes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. Mais à part ces efforts-là, j'essaye de minimiser les efforts physiques, enfin oui, physiques entre guillemets au maximum. J'essaye, mais ça c'est vraiment dur, de me faire des temps de repos comme ça. J'ai du mal, surtout quand je suis enthousiaste. J'ai envie de faire et de faire et de faire. Parce que je te disais que je peux plus lire, c'est vrai, je peux plus lire de romans, mais par contre, je peux lire des petites quantités. Par exemple, des petites études scientifiques ou des petits, enfin, par morceaux, hein, évidemment, ou des posts sur Instagram, qui est quand même mon média le plus utilisé. Ça, je peux faire. Mais j'essaye, voilà, j'arrive pas à me mettre encore une routine, mais par contre, j'arrive maintenant à identifier les premiers signes qui me disent attention, il faut vraiment que tu arrêtes maintenant, et j'essaye de les respecter au maximum. Ok. Et quand on passe 20h, 22h couché, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on Non, c'est est? pas vrai. Ça peut être plus On est, philosophique aussi, hein. on est une anémone. Bah écoute, je redors, ça c'est sûr. Donc je dors la nuit, mais je redors la journée aussi. C'est vraiment nécessaire. J'arrive pas à faire autrement. Donc je refais en général une sieste de 2 heures minimum à un moment de la journée. Euh, je traîne un peu sur les réseaux sociaux. Je regarde la télé.
des documentaires, mais à nouveau, en fonction du moment, il ne faut pas que ça fasse trop de bruit, il ne faut pas que ce soit trop énergivore, il ne faut pas que ce soit trop émouvant, il ne faut pas qu'il y ait trop de mouvement. Donc, les documentaires animaliers, c'est bien. Ça comble le vide. Euh, je fais pas grand-chose. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me fatiguent, en fait. Donc, c'est assez compliqué. Je peux communiquer par écrit, ça, c'est OK. Mais vocalement, c'est vraiment compliqué. Euh, Franchement, je sais pas trop ce que je fais de mes journées, je dois te dire. Je sais pas. Je crois que je me laisse un peu porter, que je fais ce que je sais faire quand je peux le faire, en fait. Hmm. Ouais. Et avant, tu Voilà. parlais justement de la dimension de la solitude, de l'isolement. Mhm. Toi, du coup, donc tu as créé ce compte Instagram Raplapla et Porte-Voix. J'aime beaucoup ce nom. Est-ce que c'est un moyen pour toi de rester en contact avec le monde extérieur? Et si oui, sous quelle forme? Oui, d'une certaine manière. En fait, je suis militante depuis aussi loin que je me souvienne par rapport au féminisme, de façon beaucoup plus récente, en tout cas depuis une petite vingtaine d'années pour d'autres causes, comme l'anticapitalisme par exemple, entre autres, ou l'antiracisme. Euh, et je crois que c'est une des choses qui m'a le plus manqué en fait. Donc une fois le diagnostic posé, une fois les deuils commencés, comme ça, du côté professionnel, je me suis retrouvée en me disant il faut que je fasse quelque chose. Absolument, je peux pas rester comme ça. Et ce qui me manque le plus, c'est deux choses. C'est le militantisme d'un côté et c'est aider les personnes de l'autre. Parce que c'était au-delà de mon travail, c'est une passion, je pense vraiment. En tout cas, c'est des choses qui me fascinent. Et donc, Raplapla est né un peu pour ça, je pense, pour garder un aspect militant, mais de façon qui me convienne et surtout pour alors aider les gens entre guillemets parce que je fais clairement pas de consultation ou des choses comme ça, mais on en revient à ce que je disais pour le deuil, normaliser les choses. C'est vraiment vraiment important, je pense, euh, de pouvoir dire aux personnes que, ben, comme on le disait, c'est OK d'être triste, c'est OK d'en avoir marre, c'est OK de remettre quelqu'un à sa place quand il te dit ah, mais guéris vite pour la 18e fois où tu lui expliques que tu as une maladie chronique et qu'on ne guérit pas vite, c'est pas possible. Oui, légitimer les ressentis des gens, c'était vraiment important pour moi. Et j'ai pas pensé que ça m'amènerait c'était ma vitrine vers le monde extérieur, entre guillemets, mais j'avais pas pensé créer des relations via les réseaux sociaux. Et ça a été une merveilleuse bonne surprise. Hmm. Ouais, bah en tout cas, j'encourage les personnes qui écoutent ce podcast à aller te suivre. Je crois que tu as aussi le compte sur Facebook, non? Si je me trompe pas, ou peut-être pas. Non, non, il n'y a que sur Insta, donc Ok. Raplapla et Porte-Voix. Et pour les personnes qui s'intéressent à l'EM, il y a donc Million Missing Belgique, mais pas que, hein. Donc il y a un Million Missing Suisse, il y a un Million Missing France, et on travaille tous en réseau, donc, et c'est une très, très chouette source d'information. Extra. Ouais, puis ça peut permettre justement à toutes ces personnes qui sont hyper seules, que tu nommais tout à l'heure aussi, de peut-être pouvoir se retrouver là au travers Tout de à fait. ces groupes. Mhm. Au travers de ton compte aussi, donc tu parles beaucoup de validisme. Oui, Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais aussi expliquer aux personnes qui nous écoutent avec oui. ta définition? Parce que, enfin, je préfère. Moi, j'ai aussi une définition du validisme, mais je regarde pas forcément trop dans le dico, parce que de toute façon, à mon avis, ça ne doit pas être écrit grand-chose. Mais voilà, comment toi, chez toi, ça résonne en fait ce terme? Parce qu'au final, voilà, validisme, il y a déjà beaucoup de choses qui est dit dans le mot, mais est-ce qu'on pourrait un petit peu le déconstruire? Oui, tout à fait. Alors, le validisme, c'est l'oppression systémique. Je pense que c'est vraiment important de retenir ce mot systémique qui, qui, euh, qui touche les personnes qui ne rentrent pas dans la norme valide. Et la norme valide, c'est les personnes en bonne santé, sans handicap. Et pour moi, ça va plus loin. On pourrait mettre les personnes minces, parce que la grossophobie est quand même très fort liée au côté médical, hein, les personnes grosses étant vues comme des personnes en mauvaise santé et l'agisme parce que, à nouveau, les personnes âgées sont souvent décrites comme
fragile, un peu démente, un peu grabataire, etc. Donc, on a une image de l'âge très en lien avec la santé aussi, alors que causalité n'est pas corrélation, ça ne veut rien dire du tout. Donc, le validisme, c'est cette oppression systémique qui va se retrouver au niveau structurel. Donc, on va retrouver par exemple dans le manque d'accessibilité euh, comment dire, des bâtiments publics, des mairies, des écoles, etc. L'espèce de séparation qu'il y a aussi entre enfants handis et enfants valides dans l'éducation. Et ça va aller comme ça du plus large au plus petit. Donc, on va redescendre avec à nouveau des manques d'accessibilité sur les réseaux sociaux, par exemple, mais aussi des préjugés, des discriminations à l'emploi, des discriminations au niveau du logement, jusqu'à aller au validisme intériorisé. La norme étant valide, nous, personnes handies et malades, on a aussi fait cette norme. Et ça fait aussi partie du processus du deuil pour moi de re-questionner ce validisme et la valeur qu'on peut avoir en dehors de ce corps valide, entre guillemets. Alors du coup, Voilà. moi j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu penses pas qu'on est malade à cause du validisme? Alors, je pense que c'est possible. Je pense qu'on est handi par rapport au validisme, surtout. Malade, ça peut vraiment être... Enfin oui, les normes seraient à questionner aussi, hein. Maintenant, toi comme moi, on a des maladies qui sont vraiment difficiles à vivre au quotidien. Donc, la maladie est bien là. Je pense qu'on est handicapé, entre autres, par rapport au validisme, parce qu'on retrouve dans le modèle social du handicap qui nous dit qu'on est handicapé parce que la société nous handicape par son manque d'accessibilité, etc. Je suis partagée avec ce modèle. Je le trouve super intéressant et surtout, il a fait vraiment avancer les choses à sa création. Donc, il a été créé dans les années 70, toujours aux États-Unis. On en revient à chaque fois à la même chose. Puis, On il a va, on percolé va déménager, je crois. il a percolé chez nous, mais ça a vraiment pris du temps pour que ça s'installe chez nous. Mais pour moi, il y a à nouveau, je me retrouve pas tout à fait dedans parce que, ben voilà, quand on est malade, notre handicap n'est pas que lié à la société. Si demain on fait une société super inclusive, totalement accessible, où on a repensé les normes et où les corps handis sont tout à fait inclus, moi, c'est pas pour ça que je pourrais participer à la société. Je serai quand même seule chez moi. Alors oui, il y aura peut-être des aides. Je serai quand même limitée dans ma dépense d'énergie possible. Donc, j'y préfère le mouvement CRIP, qui est un mouvement qui Trip, remet ça en avant. ça CRIP, je ouais, connais pas. Ouais, CRIP, c'est RIP, qui ok. vient aussi des États-Unis, des années 2000, Plus et besoin qui de est le venu préciser. qui vient justement après ce modèle social du handicap pour dire, ben oui, ce modèle a des limites pour les personnes malades, par exemple, et un manque de représentativité aussi des autres minorités qui sont super importantes parce qu'elles vont cumuler les discriminations, cumuler peut-être pas le bon mot, mais elles vont souvent être encore plus invisibilisées. Donc les personnes racisées, par exemple, ou de la communauté LGBT vont être encore plus invisibilisées que les autres personnes qui, à nouveau, correspondent à une norme sociale. Donc j'y préfère ce mouvement-là, Ouais. euh, ouais, que je trouve beaucoup plus inclusif. Donc voilà. Donc le validisme nous touche tous, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Et c'est important pour moi de mettre aussi la psychophobie dans le validisme aussi. Donc, les discriminations et les oppressions envers les personnes qui ont des handicaps psychiques ou des maladies mentales et aussi les personnes neuroatypiques. Clairement, on est dans la même veine, qui sont aussi tout autant discriminées que les personnes handicapées. C'est un validisme un peu différent, mais c'est quand même du validisme, quoi. À nouveau, on ne correspond pas à la norme, donc on est opprimé à différents niveaux. Est-ce que tu serais d'accord de donner un exemple, par exemple, de phrases qu'on peut entendre de personnes dites valides à notre rencontre, qui sont des phrases qui sembleraient tout à fait banales, par exemple? Oui, il y en a mille. Je pense que le fait un effort, rien que ça, ou mets-toi un coup de pied au cul, ou ce genre de truc, c'est clairement validiste pour moi. C'est penser à nouveau dans une norme
qui est la norme capitaliste, c'est-à-dire la norme de la productivité, et donc qui responsabilise la personne de son manque d'énergie, et comme si on avait une part de... comme si on était des feignasses, quoi, tu vois, et que donc il suffit, entre guillemets, de se mettre un coup de pied au cul. Donc, ce genre de phrase, pour moi, qui est tout à fait anodine et qui est très, 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 très répandue, est extrêmement validiste. Moi, ce qui me touche beaucoup aussi à ce niveau-là et tout ce qui est en lien avec le domaine du travail, hein, quand on est malade, c'est que typiquement, il y a des situations, par exemple, où des personnes vont me demander quand est-ce que tu reprends le travail Oui, avant de me demander comment je vais. ouais, tout à C'est fait. complètement aberrant. Je me dis, commence par demander comment je vais et là, on pourra voir si c'est possible de reprendre le travail ou pas. Mais c'est la première question et c'est là où on voit à tel point c'est ancré dans notre société que c'est pas l'état de la personne qui importe, mais sa valeur au travers de ce qu'elle fait dans le domaine professionnel. Tout à fait. C'est juste hallucinant. Et Tout à fait. j'avais Il y aussi a... un exemple vécu là, il n'y a pas longtemps, je me permets de le partager. Euh, J'étais à un anniversaire d'une amie, voilà, ça me demande un effort surhumain. J'y vais, c'est un samedi soir. À 22 h, je rentre, je décide de partir parce que j'en peux plus, parce qu'en réalité, depuis 18 h, j'en peux déjà plus. Et que déjà, d'y aller, c'était déjà trop. Et là, une personne me dit oh, mais tu rentres déjà, mais il est juste 22 h, c'est samedi soir, faut faire la fête, quoi. Moi, ça m'a vachement heurtée ce moment-là parce que je me suis dit la personne ne s'est pas rendue compte que ça fait des jours que je me demande comment je vais y aller parce que ça me demande un effort, que ça fait 4 heures que je subis parce que j'en peux plus. Alors, c'est peut-être mon erreur, hein, on est bien d'accord, parce que justement, je suis ancrée dans un système validiste. Mais et ensuite, quand je pars, je me dis enfin, j'écoute ce qui est là à l'intérieur et qui dit que c'est plus possible. Et en plus de ça, je sais que je vais mettre des jours à m'en remettre de tout ça. Et là, cette personne sort cette phrase complètement banale de mais reste encore, il est que 22 heures. Mais sur le moment, c'est difficile de contenir sa colère. J'aurais pu aller la mordre, la personne. Et en même temps, moi, je me vois dans ce que j'étais avant, en fait, la maladie. Je me vois tout à fait dans ce genre de truc. J'ai bu un coup et je suis là, mais faut pas partir. Mais j'ai aucune idée, en réalité, de ce qui se passe dans le monde interne de l'autre à ce moment-là. Oui, tout à Et fait. c'est pour ça que je disais des exemples super banals, parce qu'au final, c'est des exemples qu'on a tous intériorisés. Enfin, on a tous justement ce comportement valide. Et je trouve que c'est hyper bien de donner des exemples banals pour que tout le monde se rende compte qui participe à ça. C'est pas Mhm. forcément de notre faute. On est aussi né là-dedans. Alors oui, on apprend à déconstruire, mais on participe tous et toutes à ça. Et je pense que c'est important de pouvoir mettre le doigt dessus. Oui, c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très, très important. Et on l'attend beaucoup dans la communauté, on l'attend beaucoup des valides. Et je trouve qu'on ne l'attend pas nécessairement de nous qui ne sommes pas valides, enfin de non-valides, ou disons plutôt des handicapés et des malades, des handicapés et des malades, pardon. Alors que, comme tu le dis, c'est très intériorisé. Et dans la communauté, on fait aussi preuve de validisme, vraiment très fort. Et il y a des, oh, je ne trouve pas le mot, des scissions comme ça entre handi physique qui ne se mélange pas ou handi psy qui ne se mélange pas ou malade. Et c'est aussi l'œuvre du validisme dans lequel on a grandi. Et on pourrait enchaîner pour moi avec le fait il y a cette idée du handicap visible et invisible aussi, où il va y avoir aussi cette séparation parce que la représentation du handicap dans le monde validiste, c'est une personne en fauteuil. D'où le fameux pictogramme que tout le monde connaît. Et en gros, ça s'arrête là. C'est ça le handicap. On peut y ajouter certains handicaps mentaux, comme les personnes trisomiques, par exemple, parce qu'à nouveau, c'est visible, entre guillemets, et c'est tout. On ne va pas plus loin. Et donc, effectivement, tout ce côté handicap invisible, je ne dis pas que les autres personnes n'ont pas de remarques validistes à longueur de temps non plus, hein. Clairement, si. Mais on nous a pas appris. On nous a pas appris à questionner cette norme valide. Et effectivement, la norme est celle-là. Et donc, on en fait preuve aussi. Mm. C'est tout un monde à déconstruire, quoi. Comme Ouais, pour les autres oppressions, d'ailleurs. ouais.
Moi, je remarque une chose que je fais encore fréquemment et je trouve encore peu d'alternatives dans mes tics de langage, par exemple. Je dis souvent c'est fou, Ah, moi aussi. tout le temps, tout le temps. Enfin, j'ai des termes comme ça que je sors, alors que pourtant je vis avec un parent euh, qui a voilà, une maladie, un trouble psychologique psychique et je me surprends en fait à tout le temps quand même sortir ce genre de phrase. C'est dingue. Enfin, et j'arrive pas encore à trouver les autres termes que je pourrais utiliser tellement ça me sort naturellement. Je comprends. J'ai exactement le même problème par rapport à la même phrase. C'est fou. C'est aussi celui qui me pose problème. Mais ouais, effectivement, ça demande du temps. Et puis, comme pour tout le reste, hein, ça se déconstruit petit à petit. Et quand on a trouvé le bon terme, je crois que On le ça garde. se en place. Déjà, le fait de s'en rendre compte, c'est super important. Tu vois, OK, ça sort tout seul, mais je sais pas toi, mais moi, après, j'ai l'espèce de petite alarme qui me dit merde, je l'ai encore dit. Mais c'est déjà bien, je me dis, c'est la première étape d'un réapprentissage, en fait. C'est de s'en rendre compte d'abord, et puis on trouvera comment le remplacer après, et puis ça deviendra un automatisme. C'est ça. Mais effectivement, ça fait vraiment partie de notre environnement quotidien, quoi. Mmh, ouais. Alors, moi, je t'ai posé un peu toutes les questions que j'avais envie de te poser là. Il en reste deux toujours à la fin. J'aimerais te demander si là, maintenant, tu as quelque chose un peu à partager en particulier, quelque chose que tu as envie de dire, un sujet qu'on n'a pas abordé. Enfin, voilà, je te laisse toi-même guider ce que tu as envie maintenant. T'es sûr, il va falloir que tu me cadres Ça va être la un merde parce que c'est moment. pas moi qui sais cadrer. Euh, oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel c'est important de revenir, je trouve. En fait, c'est dans la continuité de ce qu'on disait juste avant sur le validisme. Euh, Plus j'en apprends sur le validisme, plus je me rends compte du manque d'accessibilité. Alors, on pense au manque d'accessibilité physique, hein, en général. Là, il n'y a pas de rampe et il y a des escaliers, ce qui est super important, bien sûr, surtout pour les structures comme les transports en commun. Mais je suis très frappée par le manque d'accessibilité, donc de sous-titrage ou de description d'images sur les comptes des réseaux sociaux. Et pourquoi c'est important pour moi d'en parler? Parce que, comme on le disait avant, c'est un peu notre seule fenêtre sur le monde. Beaucoup de personnes malades ou handies n'ont pas n'ont pas d'autres moyens de sociabiliser que les réseaux sociaux. Et il y a encore beaucoup, beaucoup trop de comptes qui ne rendent pas leur contenu accessible. Et donc, cet espace de parole, je voudrais le prendre pour ça, pour vraiment encourager les gens à mettre des sous-titres à leurs vidéos et à décrire et retranscrire quand ils partagent une image sur Instagram. Alors, OK, de prime abord, ça paraît fastidieux parce qu'à nouveau, on ne nous a pas habitués à ça. On n'a pas habitué à prendre cette réalité-là en compte quand on crée notre visuel et ça doit faire partie. OK, je prends un temps pour créer, pour mettre une jolie police et un joli fond. Je prends le même temps pour décrire l'image que je vais partager, quoi. Et ça vient petit à petit. C'est comme on en parlait pour le langage avant, c'est une question d'apprentissage. Et donc, il y a un moment où ça va devenir une routine et que donc on va l'intégrer, quoi, et que ce sera naturel de faire du sous-titrage. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Du coup, Ouais. alors, pour le sous-titrage, donc ça, c'est quand même quelque chose que Instagram propose, non? Qu'on puisse juste cocher pour demander les sous-titres sur notre vidéo. Alors oui, mais pas sur tout. Et comme je fais jamais de vidéo, je ne saurais pas te dire exactement. Je sais qu'il y en a un. Alors je sais pas si c'est les réels ou l'IGTV où tu peux sous-titrer et l'autre pas. Mm. Mais il y a des logiciels qui le font. Il y a plein de logiciels qui le font. Et du coup, je recommande la page Les Malentendus sur Insta qui a fait toute une liste comme ça de comment bien sous-titrer son contenu, donc qui renvoie vers plusieurs pistes. On n'est même pas obligé de télécharger des applications. Il y a aussi des sites qui permettent que tu rentres la vidéo et ça te met un sous-titre automatique que tu peux modifier avant de l'importer, donc c'est super pratique. Donc, il y a des possibilités. OK, Instagram n'est peut-être pas le plus accessible de prime abord, mais des possibilités, il y en a plein. Et Ok. gratuites.
Et quand tu parles de d'écrire une image, quel est l'intérêt? Alors, pour décrire les images, c'est intéressant pour les personnes aveugles et malvoyantes et aussi pour plein d'autres personnes. Par exemple, il y a des visuels qui ne sont pas accessibles aux personnes qui sont dyslexiques en fonction de la police utilisée, pour les personnes qui ont des sensibilités à la lumière. euh, certains visuels sont trop flashy ou trop lumineux ou n'ont pas assez de contraste. On ne voit pas bien la différence entre la police et le fond. Et souvent, c'est très joli, mais ce n'est pas lisible. Et donc, la description d'image, ça permet à toutes ces personnes qui ont une difficulté au niveau visuel, quelle qu'elle soit, d'avoir accès quand même à ce qu'on a partagé comme image, quoi. D'accord. Ça me fait juste rebondir, je pense, je sais pas, mais je me dis c'est assez en lien. Personnellement, j'ai pu, enlever la lumière bleue sur mon téléphone et puis mettre l'écran en noir et blanc. C'est aussi des possibilités. Alors moi, c'est sur iPhone, mais je pense qu'il y a sur d'autres aussi et parce que pour moi, c'est vraiment un déclencheur, toutes ces lumières et Ouais. enfin, en tout cas, ça augmente, clairement mes symptômes et tout ce qui est, scrolling ou comme ça, c'est quasi infaisable. Donc voilà, des fois de mettre, en noir et blanc ou ce genre de choses, c'est aussi des possibilités et puis, c'est important de pouvoir, le nommer, je pense. Tout à fait. Mmh. Ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment la chose sur laquelle je voulais insister. OK. Ça et qu'on pense son validisme intériorisé, qu'on accepte de le questionner, comme toute oppression. Et puis, promis, après, j'arrête. Mais on vit dans des sociétés oppressives. Forcément, on a fait ces différentes oppressions. Validistes, bien sûr, mais racistes, sexistes aussi. Et mon grand appel et mon grand vœu, ce serait que ce soit OK de se remettre en question, vraiment, que ce soit OK d'admettre qu'on a fait des erreurs parce que on a baigné là-dedans. Forcément que ça demande du temps de se déconstruire et on revient à cette notion d'apprentissage qui est tellement importante à mes yeux. On va se tromper, on va retomber, mais le fait déjà d'en avoir conscience, c'est une super bonne étape. Et puis de le remplacer petit à petit, c'est, c'est magnifique. Et donc, je voudrais encourager les personnes à pas voir ça comme un échec ou comme une remise en question de qui ils sont, mais vraiment comme une opportunité de devenir un meilleur compagnon ou compagne pour eux-mêmes et pour les autres, quoi. Donc, allons-y, déconstruisons à tour de bras, ça fait du bien. Bah, je suis assez d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'une fois qu'on commence à se rendre compte de toutes ces choses, il y a un grand sentiment de culpabilité. Donc, on peut aussi mettre à distance. Moi, il y a eu des choses que j'ai réalisées hein, par rapport à un racisme intériorisé que j'aurais jamais imaginé de ma vie. Et où tout d'un coup, je me rappelle de scènes où j'étais adolescente, puis j'allais toucher des cheveux d'une personne noire parce qu'elles étaient d'une autre forme, enfin voilà. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais mon Dieu, mais en commençant à m'intéresser à tout ça, je me suis dit, mais j'ai fait des choses de totalement racistes et affreuses, quoi. Et pourtant, j'ai toujours dit que j'étais pas du tout raciste, voilà, dans un monde de travailleuse sociale hyper ouvert, mais je me suis pas rendu compte de tous ces gestes que j'ai pu avoir des fois ou ces propos. Et donc, il y a au départ un moment de, je pense, de culpabilité quand on réalise ça, où vraiment on met à distance et on se dit mais non, mais voilà, ils en font trop, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Et en fait, je pense que le chemin, c'est vraiment cette acceptation de dire je suis née dans ce système, donc forcément que j'ai intégré tout ça avec l'environnement, l'éducation, forcément. Maintenant, comment j'accepte de déconstruire et de me dire qu'il y aura toujours peut-être une partie de moi qui aura ces comportements-là et que, mais j'essayerai de toujours les regarder, les remettre en question. Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense que c'est vraiment ça. On est dans une société de. On est aussi dans une société où tu dois. Comment dire ça? Le savoir, enfin pas le savoir, la certitude est vraiment mise au top niveau. Tu dois savoir, tu dois être sûr de toi. Et, et c'est tellement faux en fait. On apprend tous à longueur de temps. Donc si on pouvait, en même temps que déconstruire tout ça, déconstruire ça, cette espèce de besoin de coller à l'image parfaite et d'avoir plein de certitudes et de se dire mais non, c'est OK de désapprendre et de réapprendre. Et c'est OK de faire des erreurs, vraiment. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on évolue, y compris vis-à-vis de notre regard, vis-à-vis de nous-mêmes.
si on revient sur le parcours en tant que malade ou handi, c'est la même chose. Oui, c'est déconstruire le validisme, c'est aussi déconstruire et repenser tout ce qu'on avait imaginé pour notre vie et faire des erreurs quand on commence à essayer de gérer son énergie. Et c'est OK. C'est vraiment comme ça qu'on évolue tous, quoi. Donc, bienvenue aux erreurs et bienvenue à la déconstruction sous toutes ses formes. Et accepter qu'on ne sait pas, en fait, on ne sait pas tout. Que ce soit Ouais, pour soi ou pour totalement. les autres, même pour soi, on ne sait pas tout. On tâtonne, en effet. On essaye des trucs. Des fois, ça marche, des fois, pas du tout. On ne sait pas. Mhm. Mm. Totalement. Ouais. Alors, du coup, bah, t'es pas allé trop loin. Hein. J'ai pas Ça dû va la alors. cadrer. Je voulais te poser, du coup, les deux dernières questions. La première, c'est un peu quel message tu aimerais faire passer aux personnes qui vivent avec des maladies et à leur entourage. Donc, c'est assez global comme ça, mais si voilà, tu as un mot à dire. Hum, Ben, ce seraient les deux mots qui nous ont accompagnés tout le long du podcast. Je pensais légitimer et apprendre. Hum, pour les personnes aussi bien malades que leur entourage, accepter d'être décorné cette image qu'on a de nous-mêmes, même pas l'image parfaite, juste l'image qu'on avait de soi. Et donc, c'est OK de trébucher, d'être triste, d'être en colère, d'avoir envie d'abandonner, d'avoir pas la force d'essayer 50 traitements, de reporter un rendez-vous parce qu'on a peur de la maltraitance médicale. C'est OK. Et pour les personnes de l'entourage, c'est OK de ne pas avoir de réponse à apporter. C'est OK d'être démuni. Euh, Juste accueillir ce qui est là, ce qui vient, quand ça vient, laisser pleurer la personne qui est triste, laisser être en colère la personne qui est en colère. Ça ne veut pas dire être agressif, mais ça veut dire que si elle vous dit, voilà, j'en ai ras-le-bol, je veux que tout s'arrête, OK, c'est dur à entendre, mais c'est OK qu'elle le dise. Euh, et apprendre ensemble, en fait. On apprend ensemble en tant que malade, on réapprend à vivre d'une autre manière. Et je pense que l'entourage doit réapprendre aussi. Et à nouveau, c'est OK. C'est OK de. Alors, quand je dis que c'est OK de faire des erreurs, ça ne veut pas dire ne pas prendre l'autre en compte et s'excuser juste de oh, j'avais oublié et qu'on en revient à, pour la 50e fois de dire guéris vite alors que la personne a une maladie chronique. Hein. Faire des erreurs, c'est aussi se remettre en question après. Mais je crois que ce serait ça les deux messages. C'est de faire des petits pas d'acceptation en prenant son temps et en sachant que c'est pas linéaire et que c'est normal que ce soit pas linéaire. Ça me fait penser, quand tu parles de cette manière-là, de l'entourage aussi, que l'entourage puisse accepter qu'il ne pourra pas sauver la personne. Oui, c'est Et super important. ça, j'ai l'impression que c'est encore une déformation qu'on a. Et surtout les femmes, en fait, où il y a un peu, voilà, on leur a toujours dit, il va falloir trouver des solutions pour l'autre, le guérir. Et en fait, moi, je le remarque de pas mal de femmes qui n'arrivent pas des fois à entendre où j'en suis. Et puis dire toujours, non, mais t'as pas essayé tel traitement, mais t'as pas fait ci, mais il faut absolument que tu ailles voir ce magnétiseur. Et ça part d'un bon sentiment, je pense, mais il y a un côté où je pense que l'entourage peut se dire, je peux rien faire. Ou ce que je peux Mhm. faire, c'est peut-être des petites choses, c'est demander qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse aujourd'hui? Est-ce que quand je viens te voir, tu préfères être allongé sur le canapé, que je prépare un thé? Enfin, des choses qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on pourrait imaginer avec un esprit de sauveur ou de sauveuse. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que ça, c'est aussi lié à l'idée que la maladie, ça doit se guérir. Euh, Comme si les maladies chroniques n'étaient pas encore admises dans notre société. Tu vois, maladie égale guérison. Et donc, on va tout faire pour que la personne guérisse. Alors qu'on sait que ben, y a plein de maladies chroniques où elles sont chroniques et qu'on les aura jusqu'à la fin de notre vie. C'est ce que Si ça veut même il y a dire des chronique, en fait, traitements, en mais c'est ça, réalité. tout à Il fait. peut y avoir des Si, phases de réémission, mais c'est toujours là. exactement. Et même si on a des traitements qui nous permettent de gérer les symptômes, la maladie est encore là. Et donc, ouais, sortir de ce besoin de guérison et revenir à un truc beaucoup plus vrai. Mais je pense que ça se travaille aussi, être un bon allié pour tout, hein, à nouveau, pour toutes les oppressions et aussi pour les personnes malades. Être vraiment un allié au-delà d'être
un ami ou un parent, ça se travaille. Et effectivement, faut faire attention à la positivité toxique, je pense, qui a vite tendance à reprendre le dessus et autant à masquer la difficulté qu'à masquer peut-être sa propre difficulté à pas savoir quoi dire, quoi faire, comment accepter l'émotion négative de l'autre. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, les gestes concrets sont vraiment importants. Est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que, euh, est-ce que quand je viens te voir, je peux t'amener quelque chose? Est-ce que tu as besoin d'une course ou une, une aide concrète est vraiment la bienvenue? Et ça, c'est oui. Je pense que c'est vraiment important à expliquer à l'entourage, tout comme l'importance du consentement, entre guillemets. Euh, c'est pas parce que la personne pense que ce serait bien qu'elle t'amène, qu'elle aille faire tes courses, que c'est OK qu'elle aille faire tes courses sans te demander Exactement. ton avis. Donc Est-ce la que tu as communication. besoin ou envie? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment très important aussi, parce que ça revient aussi dans les personnes, dans la discrimination des personnes handies et malades, l'infantilisation. De faire à la place. Oui, tout à fait. Hmm. Alors, tu parles de positivité toxique et moi, j'ai pas envie d'être dans une injonction au bonheur avec ma dernière question, mais qui est toujours la même et qui est, si cette maladie était un super pouvoir, ça serait lequel? Mais justement, peut-être que je peux la poser différemment aujourd'hui. C'est pas une manière de survaloriser la maladie, hein. On n'est pas des super-héros, hein, ou super-héroïne, mais c'est plus est-ce que, parce que évidemment qu'on ressent et qu'on voit tout ce qu'on a perdu, et ça c'est une évidence et on y est confronté tous les jours. Donc voilà, comme je dis, c'est pas une injonction au bonheur, mais c'est juste est-ce qu'on peut dire que cette maladie nous a amené quelque chose à un moment donné et nous a permis de rencontrer une part de nous qu'on ne connaissait pas et qui était chouette à rencontrer. Enfin, voilà, ma question, elle est plus là. Est-ce que cette expérience au travers de la maladie a pu t'apporter des choses positives ou que tu n'aurais pas soupçonné? Ah oui, totalement. La première chose, ce serait de respecter mes limites. Je me suis longtemps débattue avec ça, y compris en tant que thérapeute. C'était très, très, très difficile pour moi, par exemple, de clôturer un rendez-vous. C'était très, très dur. Et donc, mes rendez-vous duraient entre 1h30 et 2 heures, d'où le premier burn-out, je crois. Donc, c'était très, très compliqué pour moi. Et le fait de ne pas avoir le choix, en fait. Quand ton corps ne sait plus rien faire, que tu es une limace dans le canapé, ou comme tu disais, tu ne peux même pas porter une tasse à ta bouche, bah, voilà, ta limite, elle est là. Et tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas passer au-dessus, c'est juste pas possible, en fait. Et les malaises post-effort, c'est aussi ça. C'est que, tu vas pouvoir passer au-dessus une fois, je l'ai bien eu. Et puis ça te rattrape, et puis tu es, au lit pendant 2 semaines, et tu te dis, ben, ça valait bien la peine que je tire sur la corde. Donc, ouais, respecter mes limites beaucoup plus facilement, ça c'est sûr. Euh, et donc dire non aussi, beaucoup plus facilement, sans penser à la place de l'autre et me dire que oui, mais si je dis non, il va penser que blablabla, il a besoin de moi, gna gna. Et ben non, c'est que à nouveau, je ne saurais pas, c'est pas possible en fait. Donc, je crois que oui, dans ma relation aux limites, au sens très large du terme, ça a vraiment facilité les choses pour moi. Euh, et aussi par rapport à relativiser le stress. Je crois que quand tu es vraiment hyper, même pas à nouveau, plus que fatigué, quand tu n'as pas d'énergie, il y a plein de choses où tu en as, enfin, pardon pour le terme, mais tu n'en as juste rien à foutre en fait. C'est plus du tout une priorité, même des choses très graves, hein, comme des problèmes financiers, à nouveau, tu n'as pas la force de te tracasser par rapport à ça, c'est pas possible. Et donc, il y a une espèce de lâcher prise et de advienne que pourra comme ça qui se met en place, qui n'est pas du tout le fait de prendre les choses par-dessus la jambe, ça a de l'importance, mais tu y consacres l'énergie que tu peux. Donc, oui, ce serait vraiment, je crois, ces deux points-là, c'est les plus marquants en tout cas. Hmm. Et il doit y avoir plein d'autres choses. Est-ce que tu as l'impression qu'on finit par être plus dans l'être aussi, du coup? Oui, bah, clairement, en tout cas, je pense que pour mon expérience personnelle, être dans le faire, c'est plus possible du tout. Enfin, c'est possible parfois, mais c'est très, très rare. C'est encore difficile, hein. Je dis ça, mais je sens une petite pointe à l'intérieur de moi qui me dit oui, mais le faire, c'est bien aussi. Et parfois, j'ai encore cette habitude, tu vois, de me dire ah ben, j'ai rien fait aujourd'hui, et donc je ne suis pas utile, et donc je n'ai pas de valeur.
j'ai beau le savoir, ça revient quand même de temps en temps. Mais je pense que oui, on est obligé, en fait. Enfin, c'est même pas un choix, c'est même pas une nécessité, c'est un état de fait. On est. Parfois, c'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qui peut se passer. On peut juste être. C'est tout. Donc oui, vraiment. Ouais, mais je me dis que c'est une rencontre en fait, du coup, avec soi. Parce que quand souvent, on se rencontre que dans le faire, que dans nos automatismes, que dans tout ce qu'on cumule comme activité, comme réseau, comme tout. Et en fait, il y a un moment donné où, paf, tout ça éclate et on peut que être. Oui, tout à fait. Bon, bah, je te remercie vraiment. Ton témoignage, il est hyper précieux. Et bah, j'ai bien conscience qu'il risque pour toi d'y avoir un malaise post-effort, parce que ça demande beaucoup, ce genre de moment. Et donc, bah, je te remercie d'autant plus, sachant ça, pour ton temps, voilà, et tout cet échange. Bah, merci Et à toi, vraiment. Je suis très touchée. Je te remercie aussi parce que tout a été facile. C'était super agréable et très facile. Et tu disais qu'on avait reporté quelques fois et c'est tellement agréable en fait. Alors ça peut paraître très bête de dire ça, mais de pouvoir reporter sans culpabilité, de se dire juste, ben c'est pas ok pour moi aujourd'hui. Et donc merci d'avoir permis ça et d'avoir entendu ça et respecté ça. Merci pour ta douceur, merci pour ta confiance et j'accepte avec plaisir ce malaise post-effort parce que vraiment pour moi ça en valait la peine. merci beaucoup, ça me touche beaucoup tout ce que tu dis et j'ai vraiment hâte de diffuser cet épisode, vraiment. Je trouve qu'il est très profond et ils le sont tous hein, d'ailleurs, mais voilà, j'ai vraiment hâte de ça. Et du coup, bah, je te souhaite la plus belle soirée possible en l'état. Merci beaucoup pour toi aussi. Ciao Stéphanie. Salut!